Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km a frappé la péninsule du Yucatan avec la force de 10 milliards de bombes d'Hiroshima. Mais ce qui a vraiment tué 75% de la vie sur Terre n'était pas l'impact lui-même. Dans les 24 premières heures après la collision, des débris incandescents sont rentrés dans l'atmosphère chauffant la surface terrestre à 260 degrés Celsius, transformant la planète entière en four pendant 4 heures, cuisant vivants les dinosaures qui avaient survécu à l'impact initial, tandis que les crocodiles immergés à 2 mètres de profondeur observaient l'apocalypse protégé par l'eau. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, détends-toi, installe-toi confortablement et prépare-toi pour ce voyage. Savez-vous ce qui s'est réellement passé dans les premières secondes qui ont suivi la collision de cet astéroïde géant avec notre planète? Imaginez un rocher de 10 km de diamètre fonçant vers la Terre à une vitesse de 20 km par seconde, soit 72 000 km par heure. Pour vous donner une idée de cette vitesse, un avion commercial vole à environ 900 km par heure. Cet astéroïde se déplaçait donc 80 fois plus vite qu'un avion de ligne moderne. Le moment de l'impact a été absolument cataclysmique. Quand ce monstre spatial a percuté la péninsule du Yucatan il y a 66 millions d'années, l'énergie libérée était si colossale qu'elle dépassait tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Les scientifiques estiment que cette collision a dégagé l'équivalent de 10 milliards de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima, toutes explosant simultanément au même endroit. Pour mettre cela en perspective, la bombe d'Hiroshima avait une puissance de 15 kilotonnes. Multipliez cette force destructrice par 10 milliards et vous commencez à peine à entrevoir l'ampleur de cette catastrophe cosmique. L'impact lui-même a été si violent qu'il a instantanément vaporisé tout ce qui se trouvait dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. La roche, l'eau de mer, les sédiments, tout a été transformé en plasma surchauffé en une fraction de seconde. Cette vaporisation instantanée a créé un cratère initial d'une profondeur vertigineuse, bien plus profond que ce que nous observons aujourd'hui après 66 millions d'années d'érosion et de sédimentation. Mais ce qui s'est passé dans les secondes suivant l'impact était encore plus spectaculaire. L'onde de choc s'est propagée dans toutes les directions à travers la croûte terrestre, créant ce que les géologues appellent un rebond crustal. Imaginez que vous laissiez tomber une pierre dans un étang. L'eau forme d'abord un cratère, puis rebondit vers le haut en créant une colonne d'eau qui retombe ensuite. Le même phénomène s'est produit avec la roche solide de la Terre, mais à une échelle gigantesque. Ce rebond a créé un pic central temporaire qui s'est élevé à plus de 30 km d'altitude, soit 3 fois plus haut que l'Everest. Cette montagne temporaire de roches fondues et de débris s'est formée en quelques minutes seulement, avant de s'effondrer sur elle-même sous son propre poids. Quand ce pic s'est écroulé, il a redistribué massivement les matériaux, créant les formations rocheuses complexes que nous retrouvons aujourd'hui dans le cratère de Chicxulub. L'onde de choc ne s'est pas contentée de créer ce pic central. Elle s'est propagée horizontalement à travers toute la planète, déclenchant des séismes d'une magnitude jamais enregistrée dans l'histoire géologique connue. Pour vous donner une idée, le plus puissant tremblement de terre jamais mesuré par les instruments modernes était celui du Chili en 1960, d'une magnitude de 9,5. Les scientifiques estiment que l'impact de l'astéroïde a provoqué des séismes atteignant une magnitude de 11 sur l'échelle de Richter, soit plus de 30 fois plus puissant que le séisme du Chili. Ces tremblements de terre cataclysmiques ont secoué la planète entière. Des montagnes se sont effondrées, des vallées se sont ouvertes, des falaises se sont écroulées sur tous les continents. Aucun endroit sur Terre n'a été épargné par cette secousse planétaire. Les animaux qui se trouvaient à des milliers de kilomètres de l'impact ont senti la Terre trembler sous leurs pattes avec une violence inouïe. Mais l'onde de choc terrestre n'était que le début. L'impact dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique a également créé une onde de choc marine d'une puissance dévastatrice. L'eau de mer a été instantanément vaporisée sur une profondeur de plusieurs kilomètres, créant un vide temporaire qui s'est rapidement rempli, générant des tsunamis d'une hauteur estimée à plusieurs centaines de mètres. Ces méga-tsunamis ont déferlé dans toutes les directions à partir du point d'impact. Les côtes du golfe du Mexique ont été balayées par des vagues hautes comme des gratte-ciel, transportant des débris rocheux de l'impact sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Les géologues retrouvent aujourd'hui ces dépôts caractéristiques, appelés dépôts de tsunami, dans les formations rocheuses datant de cette époque, aussi loin que le Texas et la Floride. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux océans.
Elle s'est également propagée dans l'atmosphère, créant une onde de pression atmosphérique qui a fait le tour de la planète plusieurs fois. Cette onde atmosphérique a généré des vents d'une force jamais vue, avec des rafales dépassant probablement les 1000 km/h près de l'épicentre. Ces vents cataclysmiques ont déraciné des forêts entières, rasant la végétation sur des milliers de kilomètres carrés. Pendant que ces phénomènes de surface dévastaient la planète, quelque chose d'encore plus dramatique se préparait dans les couches supérieures de l'atmosphère. L'impact avait projeté des quantités astronomiques de débris vers le haut et ces matériaux commençaient leur voyage mortel vers l'espace avant de retomber sur Terre. La formation du cratère de Chicxulub que nous connaissons aujourd'hui n'était que la partie émergée de l'iceberg de cette catastrophe. Le cratère initial était bien plus grand et plus profond que les 150 km de diamètre que nous mesurons actuellement. L'érosion, la sédimentation et les mouvements tectoniques ont considérablement modifié son apparence au cours des 66 millions d'années qui ont suivi. Ce qui rend cet impact particulièrement destructeur, c'est aussi l'endroit où il s'est produit. La péninsule du Yucatan était recouverte à cette époque de formations géologiques riches en sulfate et en carbonate, des roches sédimentaires qui, une fois vaporisées, ont libéré d'énormes quantités de gaz toxiques dans l'atmosphère. Si l'astéroïde était tombé dans l'océan profond ou sur un bouclier continental granitique, les conséquences auraient probablement été moins dramatiques. L'angle d'impact a également joué un rôle crucial. Les analyses suggèrent que l'astéroïde n'est pas tombé verticalement, mais plutôt selon un angle d'environ 60 degrés par rapport à l'horizontale, venant du nord-est. Cet angle a maximisé la quantité de débris éjectés vers l'ouest et le nord-ouest, expliquant pourquoi certaines régions d'Amérique du Nord ont été plus sévèrement touchées que d'autres. La violence de cet impact initial a instantanément modifié la géographie locale. Des îles entières dans la région Caraïbe ont probablement été rayées de la carte, tandis que de nouvelles formations géologiques sont apparues. Le fond marin du golfe du Mexique a été complètement remodelé, créant de nouveaux reliefs sous-marins qui influencent encore aujourd'hui les courants océaniques dans cette région. L'impact a également perturbé le champ magnétique terrestre local, créant des anomalies magnétiques que les géophysiciens détectent encore aujourd'hui dans la région du cratère. Ces perturbations magnétiques témoignent de la violence extraordinaire de l'événement et de la quantité de matériaux ferreux qui ont été fondus et redistribués lors de la collision. La température générée par l'impact a été si élevée qu'elle a créé de nouveaux minéraux qui ne se forment normalement que dans des conditions de pression et de température extrêmes. Ces minéraux de choc, comme la stichovite et la cohésite, sont des preuves directes de l'intensité phénoménale de la collision et ne se retrouvent que dans les sites d'impact météoritique ou dans les essais nucléaires souterrains. Dans les premières minutes qui ont suivi l'impact, pendant que le pic central se formait et s'effondrait, d'énormes quantités de roches fondues ont été projetées dans toutes les directions. Ces projections de matière en fusion ont créé des coulées de lave temporaires qui se sont solidifiées rapidement, formant des roches d'impact caractéristiques que les géologues appellent des brèches d'impact. Toute cette matière en fusion projetée dans les airs n'allait pas simplement retomber près du cratère. Une partie considérable de ces débris incandescents a été catapultée avec une telle violence qu'elle a littéralement quitté l'atmosphère terrestre pour se retrouver dans l'espace. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut réaliser que l'impact a propulsé des fragments rocheux à des vitesses dépassant 11 km par seconde, soit la vitesse de libération nécessaire pour échapper complètement à l'attraction gravitationnelle de notre planète. Les scientifiques estiment que plus de 100 000 km3 de roches ont été pulvérisées et dispersées lors de cette éjection massive. Pour vous donner une idée de ce volume, c'est l'équivalent de toute la chaîne des Alpes européennes, broyée en poussière et projetée dans l'espace en quelques minutes seulement. Cette quantité astronomique de matière éjectée représente environ 1000 fois le volume du mont Everest, transformé en projectiles de toute taille, voyageant à des vitesses supersoniques. Le processus d'éjection lui-même était d'une complexité fascinante. Contrairement à une explosion classique qui projette des débris de manière relativement uniforme, l'impact de l'astéroïde a créé un cône d'éjection asymétrique. La majeure partie des débris a été projetée dans une direction privilégiée, principalement vers l'ouest et le nord-ouest, suivant l'angle d'impact de l'astéroïde. Cette asymétrie explique pourquoi certaines régions de l'Amérique du Nord ont reçu une pluie de débris beaucoup plus dense que d'autres parties du globe. Les débris éjectés n'étaient pas tous de la même nature. On trouvait un mélange hétérogène de matériaux, des fragments de la roche sédimentaire locale du Yucatan, des morceaux de l'astéroïde lui-même et surtout d'énormes quantités de roches fondues qui s'est solidifiées en vol pour former ce que les scientifiques appellent des sphérules d'impact. Ces petites billes de verre naturelles,
de quelques millimètres de diamètre, se sont formées quand des gouttelettes de roches en fusion ont été projetées dans l'atmosphère et ont eu le temps de se solidifier avant de retomber. La trajectoire de ces débris suivait des lois balistiques simples mais à une échelle planétaire. Les fragments les plus légers et ceux propulsés avec le plus de force ont atteint les altitudes les plus élevées, certains montant jusqu'à plus de 100 km au-dessus de la surface terrestre, bien au-delà de la limite officielle de l'espace, qui se situe à 100 km d'altitude. Ces débris ont littéralement transformé la Terre en une planète qui se bombardait elle-même avec ses propres matériaux. Ce qui rendait cette éjection particulièrement destructrice, c'était la composition chimique des roches du Yucatan. La région était riche en formations d'évaporites, des roches sédimentaires contenant de grandes quantités de sulfate et de carbonate. Quand ces roches ont été vaporisées par l'impact, elles ont libéré d'énormes quantités de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone directement dans l'atmosphère. Ces gaz se sont mélangés aux débris rocheux, créant un cocktail toxique qui allait empoisonner l'atmosphère terrestre pendant des mois. Les sphérules d'impact méritent une attention particulière car elles constituent aujourd'hui l'une des preuves les plus directes de cet événement cataclysmique. Ces petites billes de verre se retrouvent dans les couches géologiques correspondant à la limite entre le Crétacé et le Paléogène partout dans le monde, mais leur concentration est particulièrement élevée en Amérique du Nord. Certains sites au Montana et dans le Dakota du Nord contiennent des couches entières composées presque exclusivement de ces sphérules, témoignant de la densité incroyable de la pluie de débris qui s'est abattue sur ces régions. L'analyse chimique de ces sphérules révèle des informations fascinantes sur les conditions qui régnaient lors de leur formation. Elles contiennent des concentrations anormalement élevées d'iridium, un élément rare sur Terre mais abondant dans les astéroïdes, confirmant l'origine extraterrestre d'une partie des matériaux éjectés. Elles présentent également des compositions qui correspondent aux roches sédimentaires du Yucatan, prouvant que l'impact a bien vaporisé et redistribué les formations géologiques locales. Le processus d'éjection a également créé des phénomènes atmosphériques uniques. Quand ces énormes quantités de débris ont traversé l'atmosphère à des vitesses extrêmes, ils ont créé des traînées lumineuses visibles depuis n'importe quel point de la planète, transformant le ciel en un spectacle pyrotechnique géant. L'énergie cinétique de ces débris était si importante qu'elle a localement chauffé l'atmosphère à des températures dépassant 1000 degrés Celsius, créant des zones de plasma atmosphérique temporaire. Cette éjection massive a également perturbé l'équilibre thermique normal de l'atmosphère terrestre. En temps normal, l'atmosphère évacue l'excès de chaleur vers l'espace par radiation infrarouge, mais la présence de toutes ces particules chaudes dans l'atmosphère a temporairement inversé ce flux thermique, transformant l'atmosphère en une source de chaleur plutôt qu'en un système de refroidissement. Les débris les plus gros, ceux qui pesaient plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes, ont suivi des trajectoires différentes des particules plus fines. Leur masse importante leur a permis de conserver leur énergie cinétique plus longtemps et ils ont pu parcourir des distances énormes avant de retomber. Certains de ces gros fragments ont probablement fait le tour complet de la Terre avant de s'écraser, créant des cratères secondaires dont nous retrouvons encore les traces aujourd'hui. La vitesse d'éjection de ces matériaux était si élevée que beaucoup ont échappé complètement au système gravitationnel terrestre et se sont perdus dans l'espace interplanétaire. Ces fragments de la Terre primitive voyagent encore aujourd'hui dans le système solaire et il n'est pas impossible que certains aient même atteint d'autres planètes. Mars, par exemple, a pu recevoir des fragments de roches terrestres éjectés lors de l'impact de Chicxulub, créant une forme primitive de contamination interplanétaire. L'éjection n'a pas été un phénomène instantané. Elle s'est étalée sur plusieurs minutes, créant des vagues successives de débris propulsés à des vitesses et des angles légèrement différents. Cette séquence temporelle explique pourquoi certaines régions ont reçu plusieurs pluies distinctes de sphérules, séparées par des intervalles de temps correspondant aux différentes phases d'éjection. Les formations géologiques locales ont également influencé la direction et la composition des débris éjectés. Les couches calcaires ont produit des débris riches en carbonate de calcium, tandis que les formations riches en gypse ont généré des particules sulfatées. Cette diversité de composition a créé un mélange atmosphérique complexe qui a eu des effets différenciés sur les écosystèmes selon les régions du globe. L'énergie nécessaire pour projeter autant de matière à de telles vitesses donne une idée de la puissance colossale de l'impact initial. Les calculs indiquent que plus de 10% de l'énergie totale de l'impact a été utilisée pour cette éjection massive, soit l'équivalent d'environ 1 milliard de bombes d'Hiroshima uniquement pour propulser ces débris dans l'espace.
La distribution globale de ces débris éjectés n'était pas uniforme. L'hémisphère nord a reçu une charge de débris beaucoup plus importante que l'hémisphère sud en raison de l'angle d'impact et de la rotation terrestre. Cette distribution asymétrique a eu des conséquences importantes sur la sévérité des effets de l'extinction dans différentes régions du monde. Les débris les plus fins, ceux de la taille de particules de poussière, ont atteint les couches les plus élevées de l'atmosphère et y sont restés en suspension pendant des mois. Ces particules microscopiques ont formé un voile stratosphérique qui a bloqué une partie significative du rayonnement solaire, amorçant le processus de refroidissement global qui allait suivre l'impact. Cette poussière microscopique en suspension dans la stratosphère n'était que le prélude à un spectacle encore plus terrifiant. Environ 1 heure après l'impact initial, les débris plus lourds qui avaient été propulsés dans l'espace ont commencé leur descente mortelle vers la surface terrestre. Ce retour atmosphérique a transformé le ciel de la planète entière en un rideau de feu continu qui a duré plusieurs heures, créant un phénomène sans précédent dans l'histoire de la Terre. Pour comprendre ce qui s'est passé, imaginez des millions de météorites tombant simultanément partout sur la planète. Mais contrairement aux météorites classiques qui traversent occasionnellement notre atmosphère, ces débris de rentrée étaient si denses qu'ils ont littéralement saturé le ciel. La friction atmosphérique a chauffé ces fragments à des températures dépassant 2000 degrés Celsius, les transformant en projectiles incandescents qui brillaient comme des étoiles filantes géantes. La densité de cette pluie de débris était absolument phénoménale. Les scientifiques estiment qu'à certains moments, plus de 1000 fragments par kilomètre carré traversaient l'atmosphère simultanément. Cela signifie que si vous aviez levé les yeux vers le ciel à cette époque, vous auriez vu un plafond continu de traînées lumineuses, sans aucun espace noir entre elles. Le ciel entier était devenu un brasier céleste d'une intensité aveuglante. Ces débris en rentrée atmosphérique n'étaient pas tous de la même taille. On trouvait tout un spectre depuis des particules de quelques centimètres jusqu'à des blocs rocheux de plusieurs mètres de diamètre. Les plus gros fragments créaient des boules de feu spectaculaires qui illuminaient des régions entières pendant leur descente, tandis que les plus petits formaient un fond lumineux continu qui transformait la nuit en jour artificiel. La vitesse de rentrée de ces débris variait considérablement selon leur taille et leur altitude de départ. Les fragments qui avaient atteint les altitudes les plus élevées retombaient à des vitesses proches de 20 km par seconde, soit 72 000 km par heure. À ces vitesses, la friction avec l'atmosphère terrestre était si intense qu'elle créait des ondes de choc atmosphérique audibles depuis le sol, produisant un grondement continu qui ressemblait au bruit d'un avion à réaction amplifiée 1000 fois. Ce qui rendait ce bombardement particulièrement mortel, c'était l'énergie thermique qu'il dégageait. Chaque fragment en rentrée atmosphérique agissait comme un petit radiateur incandescent, émettant de la chaleur dans toutes les directions. Quand vous multipliez cet effet par des millions de débris simultanés, vous obtenez un flux thermique global qui a littéralement transformé l'atmosphère terrestre en four géant. L'intensité de ce rayonnement thermique était comparable à celle que vous ressentiriez si vous vous teniez à quelques mètres d'un brasier industriel. La température radiante atteignait 260 degrés Celsius à la surface de la Terre, soit suffisamment pour faire bouillir l'eau instantanément et enflammer spontanément la plupart des matières organiques. Cette température était largement supérieure au point d'inflammation du bois sec, qui se situe autour de 250 degrés Celsius. Le phénomène le plus impressionnant était probablement la luminosité générale du ciel. Les témoins de cet événement, s'il y en avait eu, auraient vu un ciel plus brillant qu'en plein jour, teinté d'orange et de rouge par la multitude de traînées incandescentes. Cette luminosité était si intense qu'elle aurait rendu impossible l'observation des étoiles ou même du soleil, complètement masquée par l'éclat des débris en combustion. La durée de ce bombardement incandescent était remarquablement uniforme à travers toute la planète. Les débris les plus éloignés, ceux qui avaient été éjectés avec le plus de force, ont mis environ 1 heure pour retomber, tandis que les derniers fragments sont revenus au sol environ 5 heures après l'impact initial. Cette synchronisation globale signifiait qu'aucune région du monde n'a été épargnée par ce déluge de feu céleste. La composition chimique des débris en rentrée a également joué un rôle important dans l'intensité du phénomène. Les sphérules de verre formées à partir de roches fondues brûlaient avec une luminosité particulièrement intense, créant des traînées blanc-bleu caractéristiques. Les fragments contenant des sulfures, provenant des formations d'évaporites du Yucatan, produisaient des flammes colorées et dégageaient des vapeurs toxiques pendant leur combustion atmosphérique. L'effet de ce bombardement sur l'atmosphère elle-même était considérable.
La friction de tous ces débris a localement chauffé l'air à des températures extrêmes, créant des zones de plasma atmosphérique temporaires. Ces régions surchauffées ont généré des courants de convection violents, perturbant complètement les systèmes météorologiques normaux et créant des vents erratiques et des turbulences atmosphériques intenses. Les ondes sonores générées par ce bombardement étaient tout aussi impressionnantes que les effets visuels et thermiques. Chaque fragment créait une onde de choc sonique en traversant l'atmosphère, et la superposition de millions de ces ondes a produit un grondement continu et assourdissant qui a couvert toute la planète. Ce bruit était si intense qu'il aurait probablement causé des dommages auditifs permanents à tout animal assez proche de la surface pour l'entendre. La trajectoire des débris n'était pas aléatoire. Ils suivaient des chemins prévisibles basés sur les lois de la balistique, mais à une échelle planétaire. Les fragments éjectés vers l'ouest depuis le Yucatan sont retombés principalement sur l'Amérique du Nord et le Pacifique Nord, tandis que ceux projetés vers l'est ont arrosé l'Atlantique et l'Europe. Cette distribution géographique explique pourquoi certaines régions du monde présentent aujourd'hui des concentrations plus élevées de sphérules d'impact dans leur couche géologique. L'altitude de combustion de ces débris variait également selon leur taille et leur composition. Les petites particules commençaient à brûler dès qu'elles atteignaient la haute atmosphère, vers 80 à 100 km d'altitude, créant des traînées lumineuses très longues. Les gros fragments, eux, ne commençaient à s'embraser vraiment qu'en atteignant l'atmosphère plus dense, vers 40 à 50 km d'altitude, mais produisaient des boules de feu beaucoup plus intenses. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la synchronisation de ce phénomène avec la rotation terrestre. Comme la Terre continuait à tourner pendant que les débris retombaient, différentes régions du globe ont été exposées à ce bombardement incandescent à des moments légèrement différents. Cela a créé une vague de destruction qui a littéralement fait le tour de la planète suivant le mouvement du jour et de la nuit. La température de surface générée par ce rayonnement thermique n'était pas uniforme partout. Les régions qui se trouvaient directement sous les trajectoires de rentrée les plus denses ont subi des températures encore plus élevées, parfois dépassant 300 degrés Celsius. Ces zones de surchauffe correspondent souvent aux régions où nous trouvons aujourd'hui les plus grandes concentrations de charbon fossile datant de cette époque, témoignant des incendies massifs qui ont suivi. L'atmosphère terrestre elle-même a été profondément modifiée par ce bombardement. La combustion de millions de fragments a consommé d'énormes quantités d'oxygène atmosphérique, créant localement des zones d'appauvrissement en oxygène qui ont persisté pendant plusieurs heures. Cette réduction temporaire du taux d'oxygène a ajouté une difficulté supplémentaire pour les animaux qui tentaient de survivre à la surchauffe globale. Les débris qui sont retombés dans les océans ont créé des phénomènes particuliers. En touchant la surface de l'eau, ces fragments incandescents ont provoqué une vaporisation explosive, créant d'énormes nuages de vapeur d'eau surchauffée qui se sont élevés dans l'atmosphère. Ces colonnes de vapeur ont temporairement augmenté l'humidité atmosphérique dans certaines régions, créant des conditions météorologiques chaotiques. La vitesse de ce bombardement était telle qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper une fois qu'il avait commencé. Contrairement à d'autres catastrophes naturelles qui laissent du temps pour fuir ou se mettre à l'abri, cette pluie de feu céleste était globale et simultanée. Tous les continents, toutes les régions du monde ont été touchés en même temps, ne laissant aucun refuge terrestre contre cette fournaise atmosphérique. Cette absence totale de refuge terrestre contre la fournaise atmosphérique a transformé la planète entière en un four géant pendant les 4 heures les plus critiques de l'histoire de la vie sur Terre. Le flux thermique émis par ces millions de débris incandescents était si intense qu'il équivalait à avoir 10 radiateurs électriques de 1000 watts pointés vers chaque mètre carré de la surface terrestre. Pour vous donner une idée concrète de cette puissance, c'est comme si vous aviez ouvert simultanément toutes les portes de tous les fours de votre quartier et que vous vous teniez juste devant. Cette intensité thermique de 10 kW par mètre carré dépassait largement ce que la plupart des organismes terrestres pouvaient supporter. La température de surface de 260 degrés Celsius était suffisante pour cuire littéralement la chair des animaux exposés, transformant leur peau en cuir brûlé en quelques minutes seulement. Cette température était également largement supérieure au point d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique normale, ce qui signifiait que tous les fluides corporels des animaux terrestres se vaporisaient rapidement. Les dinosaures, avec leur taille imposante et leur métabolisme à sang chaud, étaient particulièrement vulnérables à cette surchauffe planétaire. Leur grande surface corporelle les exposait à une absorption massive de chaleur radiante, tandis que leur système de thermorégulation, adapté aux conditions climatiques normales, était complètement dépassé par cette fournaise exceptionnelle.
Un tyrannosaure rex adulte, pesant environ 8 tonnes, absorbait suffisamment d'énergie thermique pour que sa température corporelle monte de façon fatale en moins de 15 minutes. La physique de cette surchauffe était impitoyable. Contrairement à la chaleur d'un incendie classique qui se propage par contact et convection, cette chaleur radiante pénétrait directement dans les tissus des animaux, les chauffant de l'intérieur comme dans un four à micro-ondes géant. Les animaux ne pouvaient pas s'échapper de cette chaleur en fuyant, car elle venait du ciel lui-même et couvrait toute la planète simultanément. L'inflammation spontanée de la végétation mondiale a commencé dès les premières minutes de ce bombardement thermique. Les feuilles sèches et les brindilles ont pris feu instantanément, suivies rapidement par les troncs et les branches plus grosses. Cette ignition simultanée de la biomasse végétale sur tous les continents a créé des incendies d'une ampleur jamais vue, transformant des forêts entières en brasiers en quelques minutes. Ces méga-incendies n'étaient pas des feux de forêt ordinaires. Ils se propageaient avec une vitesse et une intensité phénoménales, alimentés à la fois par la chaleur radiante continue du ciel et par la végétation desséchée qui s'embrasait spontanément. Les flammes atteignaient des hauteurs de plusieurs centaines de mètres, créant leur propre système météorologique avec des vents de convection qui propageaient encore plus rapidement le feu. L'atmosphère elle-même est devenue un agent de mort pendant ces 4 heures critiques. L'air surchauffé à des températures dépassant 260 degrés Celsius brûlait littéralement les voies respiratoires des animaux qui tentaient de respirer. Imaginez essayer de respirer l'air qui sort d'un four ouvert. C'était exactement la situation que vivaient tous les êtres vivants terrestres à cette époque. Les animaux qui ont tenté de se réfugier dans des grottes ou des terriers ont découvert que ces abris traditionnels offraient peu de protection contre cette chaleur radiante. La roche elle-même absorbait et réémettait la chaleur, transformant les grottes en véritables fours souterrains. Même les terriers profonds n'échappaient pas complètement à cette surchauffe, car la chaleur pénétrait dans le sol par conduction thermique. L'effet sur les différents types d'organismes variait selon leur taille et leur physiologie. Les petits animaux, avec leur rapport surface-volume élevé, surchauffaient encore plus rapidement que les gros. Un petit mammifère comme un écureuil atteignait des températures corporelles fatales en moins de 5 minutes, tandis qu'un grand dinosaure pouvait résister légèrement plus longtemps avant de succomber. La déshydratation massive était un autre aspect mortel de cette fournaise planétaire. L'intense chaleur radiante provoquait une évaporation accélérée de l'eau contenue dans les corps des animaux, les déshydratant à un rythme fatal. Les animaux perdaient leur fluide corporel si rapidement qu'ils entraient en choc hypovolémique, bien avant d'atteindre les températures corporelles mortelles. Ce qui rendait cette situation particulièrement tragique, c'est que de nombreux dinosaures avaient initialement survécu à l'onde de choc de l'impact et au séisme qui avait suivi. Ces survivants de la première catastrophe se retrouvaient maintenant confrontés à une épreuve encore plus meurtrière, sans aucun moyen d'échapper à cette fournaise atmosphérique globale. Les effets physiologiques de cette surchauffe étaient dévastateurs. La température corporelle normale des dinosaures se situait probablement autour de 37 à 40 degrés Celsius, similaire à celle des oiseaux modernes. Quand cette température interne dépassait 45 degrés Celsius, leurs protéines commençaient à se dénaturer, causant des dommages irréversibles aux organes vitaux. À 50 degrés Celsius, la mort était inévitable. L'air surchauffé créait également des problèmes de convection thermique qui aggravaient encore la situation. Les courants d'air chaud ascendant créaient des turbulences atmosphériques violentes, générant des vents erratiques qui alimentaient les incendies et dispersaient la chaleur de manière encore plus efficace. Ces vents de convection atteignaient parfois des vitesses de 100 km/h, créant des tempêtes de feu auto-entretenues. La combustion simultanée de la biomasse mondiale libérait également d'énormes quantités de fumée et de gaz toxiques dans l'atmosphère. Cette fumée, mélangée à l'air surchauffé, créait un cocktail mortel que les animaux survivants devaient tenter de respirer. L'inhalation de ces gaz chauds et toxiques provoquait des brûlures internes fatales des voies respiratoires. Les preuves géologiques de cette fournaise planétaire se retrouvent aujourd'hui dans les couches de charbon fossile datant de cette époque. Ces couches, présentes sur tous les continents, témoignent de la combustion massive et simultanée de la végétation mondiale. L'épaisseur et la composition de ces couches de charbon indiquent que pratiquement toute la biomasse végétale terrestre a brûlé pendant cette période de 4 heures. La distribution géographique de ces preuves de combustion révèle également l'uniformité globale du phénomène. Des dépôts de suie et de charbon de cette époque se retrouvent aussi bien en Alaska qu'en Nouvelle-Zélande, en Sibérie qu'en Afrique du Sud, prouvant que cette fournaise atmosphérique a bien touché toute la planète simultanément.
Les calculs thermodynamiques confirment que cette intensité de rayonnement était physiquement possible compte tenu de la quantité de débris en rentrée atmosphérique. L'énergie cinétique de ces millions de fragments se convertissait intégralement en chaleur par friction atmosphérique, créant effectivement un système de chauffage planétaire d'une puissance colossale. L'effet cumulatif de ces 4 heures de surchauffe était dévastateur pour les écosystèmes terrestres. Non seulement la plupart des animaux de grande taille périssaient directement de la chaleur, mais leur habitat était simultanément détruit par les incendies généralisés. Cette destruction combinée de la faune et de la flore terrestre représentait un effondrement écologique sans précédent dans l'histoire de la planète. La vitesse à laquelle cette catastrophe thermique s'est déroulée ne laissait aucune possibilité d'adaptation ou d'évolution. Contrairement aux changements climatiques graduels qui permettent aux espèces de s'adapter sur plusieurs générations, cette fournaise planétaire était si rapide et si intense qu'elle ne laissait aucune chance de survie aux organismes non préadaptés à des conditions extrêmes. Les rares animaux qui ont réussi à survivre à ces 4 heures d'enfer étaient principalement ceux qui avaient accès à des refuges aquatiques ou souterrains profonds, ou qui possédaient des adaptations physiologiques particulières leur permettant de résister temporairement à la surchauffe. Ces survivants allaient devenir les ancêtres de la faune qui allait repeupler la planète après cette catastrophe thermique sans précédent. Ces refuges aquatiques et souterrains qui ont permis la survie de quelques lignées d'animaux révèlent une différence physique fondamentale qui a déterminé qui vivrait et qui mourrait pendant cette catastrophe planétaire. L'eau possède des propriétés thermiques exceptionnelles qui en ont fait le bouclier de sauvetage le plus efficace contre cette fournaise atmosphérique. Sa capacité calorifique est 4 fois plus élevée que celle de l'air, ce qui signifie qu'il faut 4 fois plus d'énergie pour chauffer un volume d'eau que le même volume d'air à la même température. Cette propriété physique remarquable explique pourquoi les crocodiles et autres reptiles semi-aquatiques, immergés à seulement 2 mètres de profondeur, ont pu littéralement observer l'apocalypse depuis leur refuge subaquatique sans subir les effets mortels de la surchauffe. Pendant que la surface terrestre atteignait 260 degrés Celsius, l'eau à 2 mètres de profondeur restait à une température supportable, probablement autour de 25 à 30 degrés Celsius. La conductivité thermique de l'eau jouait également un rôle crucial dans cette protection. Quand la chaleur radiante frappait la surface des lacs, des rivières et des océans, cette énergie thermique se dispersait rapidement dans toute la masse d'eau par conduction et convection. Au lieu de s'accumuler à la surface comme sur la terre ferme, la chaleur se répartissait dans tout le volume aquatique, diluant son effet mortel. Les crocodiles de cette époque bénéficiaient d'adaptations physiologiques qui les rendaient particulièrement aptes à survivre dans ces conditions aquatiques extrêmes. Leur métabolisme ectotherme, c'est-à-dire leur capacité à réguler leur température corporelle en fonction de leur environnement, leur permettait de rester immergés pendant de très longues périodes, sans avoir besoin de remonter à la surface pour respirer fréquemment. Ces reptiles semi-aquatiques pouvaient retenir leur respiration pendant plusieurs heures, une adaptation qui s'est révélée vitale pendant la catastrophe. Pendant que l'air de surface était surchauffé et toxique, ils restaient confortablement immergés, ne remontant que brièvement et prudemment pour respirer quand les conditions de surface le permettaient. Cette capacité d'apnée prolongée était normalement utilisée pour la chasse, mais elle est devenue un mécanisme de survie essentiel. L'observation de l'apocalypse depuis ces refuges aquatiques devait être un spectacle à la fois terrifiant et surréaliste. Imaginez ces crocodiles, flottant silencieusement sous la surface de l'eau, regardant vers le haut à travers quelques mètres d'eau claire et voyant le ciel entier embrasé par millions de traînées lumineuses. L'eau elle-même devait scintiller et vibrer sous l'effet des ondes de choc atmosphérique créées par le bombardement de débris incandescents. Les poissons d'eau douce et marine ont également bénéficié de cette protection aquatique, mais à des degrés variables selon leur profondeur habituelle. Les espèces de surface ont probablement souffert davantage que celles vivant en eau profonde, car les couches supérieures des plans d'eau absorbaient directement la chaleur radiante. Cependant, même les poissons de surface étaient infiniment mieux protégés que leurs cousins terrestres. Les tortues représentent un cas particulièrement intéressant de survie différentielle. Les espèces aquatiques et semi-aquatiques ont survécu en grand nombre, tandis que leurs cousines terrestres ont été largement décimées. Cette différence de survie entre les tortues aquatiques et terrestres illustre parfaitement l'importance cruciale de l'accès à l'eau pendant cette catastrophe thermique. La protection offerte par l'eau n'était pas uniforme selon la profondeur. Les calculs thermodynamiques indiquent que la première couche d'eau, sur environ 50 cm de profondeur, absorbait la majeure partie de l'énergie thermique radiante.
Cette zone de surface se réchauffait considérablement, créant un gradient thermique marqué avec les couches plus profondes qui restaient relativement fraîches. Les animaux qui vivaient habituellement à l'interface entre l'eau et la terre, comme certains amphibiens, ont vécu une expérience particulièrement dramatique. Ceux qui ont eu la chance de se trouver dans l'eau au moment du bombardement ont survécu, tandis que leurs congénères terrestres ont péri. Cette sélection brutale, basée uniquement sur la localisation au moment de la catastrophe, a profondément marqué l'évolution de ces lignées. L'écosystème aquatique lui-même subissait des perturbations importantes mais non fatales. L'augmentation de température de surface créait des courants de convection dans les plans d'eau, brassant les différentes couches et redistribuant la chaleur et l'oxygène dissous. Ces perturbations étaient stressantes pour la vie aquatique, mais restaient dans des limites supportables pour la plupart des espèces. Les débris incandescents qui tombaient dans l'eau créaient des phénomènes spectaculaires. Chaque fragment qui touchait la surface provoquait une explosion de vapeur d'eau surchauffée, créant des geysers temporaires et des bulles de vapeur qui remontaient vers la surface. Ces événements ponctuels étaient dangereux localement, mais n'affectaient pas la masse d'eau dans son ensemble. La salinité des océans offrait une protection supplémentaire par rapport aux eaux douces. L'eau salée a une capacité calorifique légèrement plus élevée que l'eau douce et sa densité plus importante créait des courants de convection plus efficaces pour disperser la chaleur. Les écosystèmes marins ont donc généralement mieux résisté que les écosystèmes d'eau douce à cette catastrophe thermique. Les plantes aquatiques, comme les algues et les plantes submergées, ont également bénéficié de cette protection thermique. Contrairement à la végétation terrestre qui s'embrasait spontanément, la flore aquatique restait protégée par sa couche d'eau. Cette survie de la végétation aquatique était cruciale pour maintenir la production d'oxygène et la base des chaînes alimentaires aquatiques. Les mammifères semi-aquatiques de l'époque, comme les premiers cétacés primitifs, ont également tiré parti de cette protection aquatique. Leur capacité à rester immergés pendant de longues périodes et leur adaptation à la vie aquatique leur ont permis de survivre à cette phase critique de l'extinction. Ces survivants ont ensuite pu recoloniser les niches écologiques laissées vacantes par les espèces terrestres disparues. La différence de survie entre les environnements aquatiques et terrestres était si marquée qu'elle a fondamentalement restructuré la biodiversité planétaire. Les lignées qui avaient maintenu des liens avec les milieux aquatiques ont eu un avantage évolutif énorme, tandis que celles qui s'étaient entièrement spécialisées pour la vie terrestre ont payé un prix très lourd. Cette protection aquatique explique également pourquoi certains groupes d'oiseaux ont survécu mieux que d'autres. Les oiseaux aquatiques, comme les premiers ancêtres des canards et des oies, pouvaient plonger et rester immergés pendant les moments les plus critiques, tandis que les oiseaux strictement terrestres étaient exposés sans protection à la fournaise atmosphérique. L'effet de l'eau comme bouclier thermique était si efficace qu'il a créé des microclimats de survie même dans des situations apparemment désespérées. De petites mares temporaires, des ruisseaux peu profonds, même des flaques d'eau importantes offraient suffisamment de protection pour permettre à de petits animaux de survivre aux 4 heures critiques de bombardement thermique. La température de l'eau elle-même variait selon les régions du globe et la taille des masses d'eau. Les grands océans, avec leur énorme inertie thermique, ont à peine ressenti l'augmentation de température de surface. Les petits plans d'eau se réchauffaient davantage, mais restaient néanmoins dans des limites supportables pour la vie aquatique. Cette survie différentielle entre milieux aquatiques et terrestres a eu des conséquences évolutives majeures qui se ressentent encore aujourd'hui. Les groupes d'animaux modernes qui dominent les écosystèmes terrestres descendent en grande partie de ces survivants aquatiques qui ont ensuite recolonisé les environnements terrestres après la catastrophe. L'ironie de cette situation était que l'eau, élément apparemment fragile face au feu cosmique, s'est révélée être la protection la plus efficace contre cette fournaise planétaire. Pendant que les continents brûlaient et que l'atmosphère elle-même devenait mortelle, les profondeurs aquatiques offraient un havre de paix relatif où la vie pouvait attendre que passe cette tempête de feu venue de l'espace. Cette tempête de feu venue de l'espace n'était que le début d'une cascade de catastrophes encore plus dévastatrices. Une fois que la chaleur radiante eut enflammé la végétation mondiale, ces incendies ont pris une vie propre, se transformant en méga-feux d'une ampleur que notre planète n'avait jamais connue auparavant. Ces brasiers ne se contentaient pas de brûler quelques forêts locales. Ils ont littéralement embrasé des continents entiers, créant des tempêtes de feu qui ont continué à faire rage pendant des semaines après la fin du bombardement initial de débris incandescents. Pour comprendre l'ampleur de cette combustion planétaire, il faut réaliser que pratiquement toute la biomasse végétale terrestre disponible s'est enflammée simultanément. Les forêts de conifères du Nord,
les forêts tropicales humides, les prairies, les fougères géantes, toute cette végétation qui avait mis des millions d'années à se développer et à stocker du carbone, a brûlé en quelques heures seulement. Cette ignition simultanée a libéré dans l'atmosphère l'équivalent de plusieurs millénaires d'accumulation de carbone organique. La vitesse de propagation de ces incendies était phénoménale. Contrairement aux feux de forêt modernes qui se propagent à quelques kilomètres par heure dans les meilleures conditions, ces méga-incendies avançaient à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par heure, poussés par des vents de convection d'une violence extrême générés par la combustion elle-même. Ces vents créés par les flammes atteignaient des vitesses de plus de 200 km par heure, transformant chaque étincelle en projectile incendiaire capable d'allumer de nouveaux foyers à des kilomètres de distance. Les flammes elles-mêmes atteignaient des hauteurs jamais observées dans l'histoire des incendies terrestres. Alimentées par des quantités astronomiques de combustible végétal et par des vents de convection exceptionnels, certaines colonnes de flammes s'élevaient à plus de 10 km d'altitude, pénétrant dans la stratosphère et injectant directement des particules de combustion dans les couches atmosphériques supérieures. Ces colonnes de feu géantes créaient leur propre système météorologique avec des pyrocumulonimbus qui généraient des éclairs et des pluies acides localisées. La composition chimique de cette fumée planétaire était particulièrement toxique. La combustion simultanée de tous les types de végétation libérait un cocktail mortel de monoxyde de carbone, de composés organiques volatiles, de particules fines et de gaz acides. Cette fumée n'était pas seulement épaisse et opaque, elle était littéralement empoisonnée, rendant l'air irrespirable pour tout animal qui tentait de survivre à la surface. Les pyrocumulonimbus, générés par ces méga-incendies, créaient des phénomènes météorologiques extraordinaires. Ces nuages d'orage nés du feu s'élevaient jusqu'à 15 km d'altitude, bien au-dessus des nuages normaux, et généraient des éclairs d'une intensité exceptionnelle. Ces éclairs alimentaient encore davantage les incendies, créant de nouveaux foyers d'ignition dans des régions qui auraient pu échapper à la première vague de combustion. La quantité de fumée et de particules injectées dans l'atmosphère par ces incendies globaux dépassait tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Les scientifiques estiment que plus de 100 millions de tonnes de suie et de particules de combustion ont été libérées dans l'atmosphère en quelques jours seulement. Cette quantité représente environ 1000 fois plus que ce que tous les incendies de forêt modernes produisent en une année entière. Ces particules de combustion avaient des propriétés physiques particulières qui les rendaient particulièrement efficaces pour absorber et bloquer la lumière solaire. Les particules de suie produites par la combustion de la végétation sont extrêmement fines, généralement de l'ordre du micromètre, ce qui leur permet de rester en suspension dans l'atmosphère pendant des mois. Leur couleur noire absorbe efficacement toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, transformant l'énergie lumineuse en chaleur. La distribution géographique de ces méga-incendies n'était pas uniforme. Les régions qui avaient reçu la plus forte concentration de débris incandescents, principalement l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Asie, ont subi les incendies les plus intenses. Ces zones ont littéralement été rayées de la carte végétale, transformées en déserts de cendres qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres carrés. La combustion de différents types de végétation produisait des fumées aux compositions chimiques distinctes. Les forêts de conifères libéraient d'énormes quantités de composés résineux qui brûlaient avec une intensité particulière, créant des fumées noires et épaisses. Les forêts de feuillus produisaient des fumées riches en composés organiques complexes, tandis que les prairies et les fougères généraient des particules plus fines mais en quantité massive. Ces incendies globaux ont également libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone stocké dans la biomasse végétale. Cette libération brutale de CO2 équivalait à plusieurs siècles d'émissions naturelles concentrées en quelques semaines. Cette injection massive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère aurait normalement provoqué un réchauffement climatique intense, mais les particules de suie libérées simultanément ont eu l'effet inverse, bloquant la lumière solaire et provoquant un refroidissement global. La persistance de ces incendies était remarquable. Même après la fin du bombardement de débris incandescents, les feux ont continué à brûler, alimentés par les quantités colossales de combustible végétal disponibles. Certains de ces méga-incendies ont probablement continué pendant des mois, consumant jusqu'aux derniers morceaux de matière organique disponibles dans certaines régions. La fumée produite par ces incendies ne se contentait pas de monter localement dans l'atmosphère. Les vents de haute altitude ont rapidement dispersé ces panaches de fumée sur toute la planète, créant un voile global qui a obscurci le ciel même dans les régions qui n'avaient pas directement subi d'incendie.
En quelques semaines, aucun endroit sur Terre n'échappait à cette couverture nuageuse toxique. Les preuves géologiques de ces méga-incendies sont encore visibles aujourd'hui dans les couches sédimentaires datant de la fin du Crétacé. Ces couches contiennent des concentrations exceptionnelles de charbon de bois fossilisé, de suie et de particules de combustion qui témoignent de l'ampleur planétaire de ces incendies. L'épaisseur de ces couches de résidus de combustion indique que pratiquement toute la végétation terrestre a brûlé pendant cette période. La température de combustion de ces méga-incendies était exceptionnellement élevée, dépassant souvent 1500 degrés Celsius dans les zones les plus intenses. Cette température extrême était suffisante pour faire fondre certains minéraux et créer des vers naturels qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les couches géologiques correspondantes. Ces vers de combustion sont des preuves directes de l'intensité extraordinaire de ces brasiers planétaires. L'effet de ces incendies sur la composition atmosphérique était dramatique et durable. En plus du dioxyde de carbone et des particules de suie, la combustion massive libérait d'énormes quantités de vapeur d'eau, modifiant temporairement l'humidité atmosphérique globale. Cette modification de la composition gazeuse de l'atmosphère a perturbé les cycles climatiques normaux pendant des années. Les animaux, qui avaient initialement survécu au bombardement thermique en se réfugiant dans des abris temporaires, se retrouvaient maintenant confrontés à un nouvel enfer. L'air était irrespirable à cause de la fumée toxique. La température restait élevée à cause des incendies environnants et la nourriture disparaissait rapidement avec la destruction complète de la végétation. Ces méga-incendies ont également créé des modifications géomorphologiques durables. La combustion complète de la végétation a laissé les sols exposés à l'érosion, provoquant des glissements de terrain massifs et des changements dans les cours d'eau. Des vallées entières ont été comblées par les cendres et les débris de combustion, modifiant définitivement la topographie de certaines régions. La synchronisation de ces incendies avec d'autres phénomènes catastrophiques amplifiait encore leur effet destructeur. Pendant que les forêts brûlaient, les séismes continuaient de secouer la planète, les tsunamis ravageaient les côtes et l'atmosphère restait chargée de débris et de gaz toxiques. Cette superposition de catastrophes créait des conditions de survie absolument impossibles pour la plupart des formes de vie terrestres. L'extinction de la végétation terrestre par ces incendies globaux a eu des conséquences en cascade sur tous les écosystèmes. Les herbivores qui avaient survécu à la phase thermique initiale se retrouvaient sans nourriture, tandis que les carnivores voyaient leur proie disparaître. Cette rupture brutale des chaînes alimentaires terrestres marquait le début d'une famine planétaire qui allait durer bien au-delà de la fin des incendies eux-mêmes. Cette famine planétaire qui s'annonçait n'était encore qu'une conséquence indirecte de la catastrophe initiale. Pendant que les incendies ravageaient la surface terrestre, les effets directs et immédiats de l'impact continuaient de se propager à travers la planète avec une violence inouïe. L'onde de choc générée par la collision de l'astéroïde ne s'était pas contentée de créer ce pic central temporaire au point d'impact. Elle continuait son voyage destructeur à travers toute la croûte terrestre, déclenchant une série de phénomènes géologiques cataclysmiques qui ont secoué la planète entière. Cette onde de choc se propageait à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde à travers la roche solide, transportant une énergie colossale qui déformait et fracturait la croûte terrestre sur son passage. Pour vous donner une idée de cette vitesse de propagation, imaginez qu'elle pouvait faire le tour complet de la Terre en moins de 2 heures, secouant successivement chaque région du globe avec une violence extrême. Les séismes déclenchés par cette onde de choc dépassaient tout ce que les géologues peuvent mesurer avec leurs instruments modernes. Alors que l'échelle de Richter s'arrête théoriquement autour de magnitude 10, les tremblements de terre provoqués par l'impact de Chicxulub atteignaient probablement des magnitudes de 11 ou 12, soit une puissance sismique 100 fois supérieure au plus puissant séisme jamais enregistré par l'homme. Cette magnitude extraordinaire signifiait que le sol bougeait littéralement de plusieurs mètres d'amplitude pendant les secousses. Les animaux qui se trouvaient à la surface étaient projetés dans les airs par ces mouvements telluriques violents, tandis que les arbres qui avaient échappé aux incendies initiaux étaient déracinés et renversés par milliers. La terre elle-même ondulait comme une mer agitée.
créant des vagues sismiques visibles qui déformèrent le paysage en temps réel. Ces séismes géants ont provoqué des effondrements géologiques à une échelle continentale. Des chaînes de montagnes entières se sont écroulées, leurs flancs instables cédant sous l'effet des secousses répétées. Les falaises côtières se sont effondrées en blocs dans les océans, créant des avalanches sous-marines gigantesques qui ont redistribué des milliards de tonnes de sédiments sur les fonds marins. Les glissements de terrain déclenchés par ces séismes étaient d'une ampleur jamais vue. Des vallées entières ont été comblées par des coulées de débris rocheux qui dévalaient depuis les hauteurs ébranlées. Ces glissements de terrain géants transportaient des volumes de matériaux équivalents à des montagnes entières, remodelant complètement la topographie de certaines régions en quelques minutes seulement. L'instabilité géologique ne se limitait pas aux zones montagneuses. Même les plaines apparemment stables subissaient des déformations importantes. Le sol se fissurait sur des distances de centaines de kilomètres, créant des crevasses béantes dans lesquelles disparaissaient des cours d'eau entiers. Ces fissures géantes, larges de plusieurs mètres et profondes de dizaines de mètres, modifiaient définitivement le drainage des régions touchées. L'impact dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique avait également généré des tsunamis d'une puissance dévastatrice qui déferlaient maintenant sur toutes les côtes environnantes. Ces méga-tsunamis atteignaient des hauteurs estimées à plusieurs centaines de mètres, soit des vagues hautes comme des gratte-ciel qui balayaient tout sur leur passage. La vitesse de propagation de ces tsunamis était phénoménale, atteignant plusieurs centaines de kilomètres par heure en eau profonde. Quand ces murs d'eau monumentaux ont atteint les côtes, ils ont pénétré à l'intérieur des terres sur des distances incroyables. Les estimations suggèrent que ces tsunamis ont remonté les vallées fluviales sur plus de 1000 km depuis les côtes, transportant avec eux des débris de l'impact, des fragments rocheux de plusieurs tonnes et d'énormes quantités de sédiments marins qui se sont déposés bien à l'intérieur des continents. Les preuves géologiques de ces tsunamis exceptionnels se retrouvent aujourd'hui dans les couches sédimentaires du Texas, de la Louisiane et même aussi loin que l'Alabama et la Caroline du Nord. Ces dépôts, appelés dépôts de tsunami, contiennent un mélange caractéristique de sédiments marins, de sphérules d'impact et de débris rocheux du Yucatan qui témoignent de la puissance extraordinaire de ces vagues géantes. La formation de ces tsunamis était particulièrement destructrice en raison de la géographie spécifique de l'impact. Le golfe du Mexique, avec ses eaux relativement peu profondes et sa forme semi-fermée, agissait comme un amplificateur naturel des ondes de choc marines. L'énergie de l'impact se concentrait et se réfléchissait sur les parois du bassin océanique, créant des interférences constructives qui amplifiaient encore la hauteur des vagues. Ces tsunamis ne se contentaient pas de déferler une seule fois sur les côtes. Comme toutes les vagues de tsunamis, ils arrivaient par séries successives, chaque vague suivante pouvant être aussi destructrice que la première. Cette succession d'assauts marins durait plusieurs heures, ne laissant aucun répit aux écosystèmes côtiers déjà dévastés par les effets précédents de la catastrophe. L'onde de choc ne se propageait pas seulement dans la croûte terrestre et les océans, elle se transmettait également à travers l'atmosphère, créant une onde de pression atmosphérique d'une violence inouïe. Cette onde atmosphérique se déplaçait à la vitesse du son dans l'air, soit environ 340 mètres par seconde, et a fait plusieurs fois le tour de la planète avant de s'atténuer. Les vents générés par cette onde de pression atmosphérique atteignaient des vitesses cataclysmiques, dépassant largement celles des ouragans les plus puissants. Près de l'épicentre de l'impact, ces vents de choc dépassaient probablement 1000 km par heure, créant une force destructrice, capable de raser instantanément toute structure ou végétation encore debout après les autres catastrophes. Ces vents supersoniques ont également joué un rôle crucial dans la propagation rapide des incendies déclenchés par les débris incandescents. Ils transportaient des braises et des fragments enflammés sur des centaines de kilomètres, allumant de nouveaux foyers d'incendie bien au-delà des zones directement touchées par le bombardement thermique initial. La combinaison de tous ces phénomènes créait un chaos géologique et climatique absolument inédit dans l'histoire de la planète. Pendant que les séismes ébranlaient le sol, que les tsunamis ravagèrent les côtes, que les vents de choc balayaient les continents et que les incendies consumaient la végétation, les animaux survivants se trouvaient confrontés à un environnement devenu totalement hostile et imprévisible. L'effet cumulatif de ces destructions simultanées était dévastateur pour les écosystèmes. Les habitats qui auraient pu offrir un refuge contre l'un de ces phénomènes étaient détruits par les autres. Les grottes qui protégèrent de la chaleur s'effondraient sous l'effet des séismes, les cours d'eau qui offraient un abri thermique étaient détournés par les glissements de terrain et les zones côtières qui auraient pu servir de refuge étaient balayées par les tsunamis.
La durée de ces phénomènes destructeurs variait considérablement. Alors que l'onde de choc initiale ne durait que quelques minutes en chaque point, ces effets se prolongeaient pendant des heures avec les répliques sismiques, les glissements de terrain secondaires et les vagues de tsunamis successives. Cette persistance de la destruction ne laissait aucun répit aux formes de vie qui tentèrent de survivre. Les modifications géomorphologiques causées par ces phénomènes étaient permanentes et profondes. Des lacs entiers ont disparu, drainés par les nouvelles fissures créées dans leur fond. De nouveaux lacs se sont formés là où les glissements de terrain ont barré des vallées. Des rivières ont changé de cours, détournées par les nouveaux reliefs créés par les effondrements géologiques. Ces changements topographiques ont eu des conséquences durables sur les patterns climatiques régionaux. Les nouvelles chaînes de collines créées par les glissements de terrain modifiaient la circulation des vents, tandis que les nouveaux plans d'eau influençaient les précipitations locales. Ces modifications de la géographie physique continuaient d'affecter les écosystèmes bien après la fin de la catastrophe initiale. L'amplitude de ces déformations géologiques était si importante qu'elle a probablement affecté la rotation terrestre elle-même. La redistribution massive de matériaux rocheux lors des glissements de terrain géants et des effondrements montagneux a légèrement modifié la répartition des masses à la surface de la planète, altérant infinitésimalement la durée du jour terrestre. Les volcans existants ont également été affectés par ces secousses sismiques extraordinaires. L'onde de choc a probablement déclenché des éruptions volcaniques dans le monde entier, ajoutant encore des cendres volcaniques et des gaz toxiques à l'atmosphère déjà saturée de fumée et de débris. Cette activation volcanique secondaire a prolongé et amplifié les effets atmosphériques de la catastrophe initiale. Cette activation volcanique secondaire n'était qu'un aspect d'une contamination atmosphérique bien plus vaste et mortelle qui se développait simultanément. L'impact dans les formations géologiques spécifiques de la péninsule du Yucatan avait libéré dans l'atmosphère un cocktail toxique de composés chimiques qui transformait littéralement l'air planétaire en poison. Ces formations rocheuses contenaient d'énormes quantités de sulfate et de carbonate accumulés pendant des millions d'années, et leur vaporisation instantanée lors de l'impact créait une pollution atmosphérique d'une ampleur et d'une toxicité sans précédent. La région du Yucatan était particulièrement riche en gypse et en anhydrite, des minéraux sulfatés qui, une fois chauffés à des températures extrêmes, se décomposent pour libérer d'énormes quantités de dioxyde de soufre. L'impact avait instantanément vaporisé des milliers de kilomètres cubes de ces formations, injectant directement dans l'atmosphère l'équivalent de plusieurs millénaires d'émissions volcaniques de soufre concentrées en quelques minutes seulement. Ce dioxyde de soufre gazeux ne restait pas inerte dans l'atmosphère. En présence de la vapeur d'eau atmosphérique, il se transformait rapidement en acide sulfurique, créant des aérosols acides microscopiques qui se dispersaient dans toute l'atmosphère planétaire. Cette transformation chimique était facilitée par la présence d'énormes quantités de vapeur d'eau générées par la vaporisation instantanée de l'eau de mer du golfe du Mexique lors de l'impact. La concentration de ces aérosols sulfuriques dans l'atmosphère atteignait des niveaux jamais vus dans l'histoire géologique de la Terre. Les scientifiques estiment que plus de 100 milliards de tonnes d'acide sulfurique ont été dispersées dans l'atmosphère en quelques heures, créant un voile acide qui enveloppait toute la planète. Cette quantité représente environ 1000 fois plus que ce que le plus puissant supervolcan pourrait éjecter lors d'une éruption majeure. Ces particules d'acide sulfurique en suspension transformaient l'eau de pluie en acide concentré d'une corrosivité extrême. Les précipitations qui tombèrent sur la planète avaient un pH inférieur à 2, soit une acidité comparable à celle du jus de citron ou du vinaigre blanc. Cette pluie acide attaquait tout ce qu'elle touchait, dissolvant les feuillages survivants, corrodant les coquilles des mollusques et rendant toxique l'eau de surface dans la plupart des écosystèmes aquatiques. La végétation qui avait miraculeusement échappé aux incendies globaux se retrouvait maintenant confrontée à cette attaque chimique impitoyable. Les pluies acides détruisaient la cuticule protectrice des feuilles, permettant à l'acidité de pénétrer directement dans les tissus végétaux et de les brûler de l'intérieur. Cette destruction chimique était si rapide et si complète qu'elle achevait le travail commencé par les incendies, éliminant les derniers vestiges de végétation terrestre. L'impact sur les écosystèmes aquatiques était tout aussi dramatique.
L'acidification massive des lacs et des rivières créait des conditions incompatibles avec la survie de la plupart des organismes aquatiques. Les poissons qui avaient survécu à la phase thermique initiale mouraient maintenant empoisonnés par l'acidité de leur propre habitat. Leurs branchies se corrodaient au contact de l'eau acide, les empêchant de respirer efficacement. Les organismes marins calcaires subissaient un sort particulièrement tragique. Leurs coquilles et squelettes en carbonate de calcium se dissolvaient littéralement dans l'eau acidifiée, privant ces créatures de leur protection et de leur structure corporelle. Cette dissolution des coquilles créait un cercle vicieux, car elle libérait encore plus de dioxyde de carbone dans l'eau, augmentant davantage l'acidité marine. La chimie atmosphérique était également profondément perturbée par la libération massive de carbonate vaporisé. Ces formations calcaires du Yucatan, une fois décomposées par la chaleur de l'impact, libéraient d'énormes quantités de dioxyde de carbone directement dans l'atmosphère. Cette injection brutale de CO2 équivalait à plusieurs siècles d'émissions naturelles, créant initialement un effet de serre intense qui aurait dû réchauffer dramatiquement la planète. Cependant, cet effet de réchauffement par le CO2 était masqué et largement contrebalancé par les effets refroidissants des aérosols sulfuriques et des particules de suie. Ces particules absorbaient et réfléchissaient la lumière solaire, empêchant les radiations solaires d'atteindre la surface terrestre. Cette compétition entre effets de réchauffement et de refroidissement créait une instabilité climatique chaotique, avec des variations de température extrêmes et imprévisibles. Les composés soufrés libérés dans l'atmosphère avaient également un effet destructeur sur la couche d'ozone stratosphérique. L'acide sulfurique catalysait la destruction des molécules d'ozone, créant temporairement des trous dans cette couche protectrice qui filtre normalement les rayonnements ultraviolets dangereux du Soleil. Cette dégradation de la couche d'ozone exposait les formes de vie survivantes à des doses mortelles de radiation ultraviolette. La persistance de cette contamination atmosphérique était remarquable. Contrairement aux particules de poussière qui retombent relativement rapidement, les aérosols d'acide sulfurique restaient en suspension dans la stratosphère pendant des mois, voire des années. Ces particules microscopiques, d'un diamètre inférieur au micromètre, étaient si légères qu'elles flottaient indéfiniment dans l'atmosphère supérieure, maintenant leur effet toxique sur de très longues périodes. Cette longévité des polluants atmosphériques signifiait que même les organismes qui avaient initialement survécu à la catastrophe thermique et aux destructions physiques immédiates se trouvaient maintenant exposés à un empoisonnement chronique qui durait des mois. L'air lui-même était devenu un agent de mort lente, chargé de particules corrosives qui attaquèrent les voies respiratoires de tout animal tentant de respirer. La distribution géographique de cette pollution atmosphérique suivait les patterns de circulation atmosphérique globale, mais avec des concentrations particulièrement élevées dans l'hémisphère nord où l'impact avait eu lieu. Les vents stratosphériques transportaient ces particules toxiques autour du globe, mais les régions les plus proches du point d'impact subissaient des concentrations de polluants plusieurs fois supérieures aux autres zones. L'interaction entre ces différents polluants atmosphériques créait des phénomènes chimiques complexes et souvent synergiques. Les particules d'acide sulfurique servaient de noyau de condensation pour la formation de nuages artificiels chargés d'acide concentré. Ces nuages toxiques dérivaient dans l'atmosphère, déversant leur poison acide sur les régions qu'ils survolaient. La température de ces pluies acides était également anormalement élevée au début de la catastrophe, car les particules atmosphériques absorbaient l'énergie thermique des débris incandescents encore en combustion. Cette combinaison d'acidité extrême et de température élevée créait des précipitations littéralement corrosives qui attaquaient chimiquement tout ce qu'elles touchaient. Les sols eux-mêmes subissaient une transformation chimique dramatique sous l'effet de cette acidification massive. Les minéraux alcalins présents naturellement dans les sols étaient rapidement dissous par l'acidité, détruisant la structure pédologique et libérant des métaux lourds toxiques qui s'accumulaient dans les nappes phréatiques. Cette contamination chimique des sols rendait impossible la croissance de nouvelles végétations, même après la fin des pluies acides. L'effet sur les micro-organismes du sol était particulièrement dévastateur. Ces bactéries et champignons microscopiques, essentiels au cycle biogéochimique et à la décomposition de la matière organique, étaient massivement tués par l'acidité extrême. Cette mort des micro-organismes du sol perturbait fondamentalement les cycles de l'azote, du phosphore et du carbone, créant des déséquilibres biochimiques qui persistaient bien au-delà de la catastrophe initiale.
La contamination des sources d'eau douce était un aspect particulièrement critique de cette pollution chimique. Les lacs de montagne, normalement alimentés par des eaux de fonte pures, se transformaient en bassins d'acide concentré impropres à la consommation par quelque forme de vie que ce soit. Cette contamination des réserves d'eau douce privait les survivants terrestres de leur ressource la plus basique pour la survie. L'atmosphère saturée de composés soufrés dégageait également une odeur pestilentielle d'œufs pourris qui s'étendait sur toute la planète. Cette odeur caractéristique du sulfure d'hydrogène était non seulement nauséabonde, mais également toxique, causant des empoisonnements par inhalation chez les animaux qui tentaient encore de respirer l'air de surface. La combinaison de tous ces polluants atmosphériques créait des conditions météorologiques chaotiques avec des précipitations erratiques alternant entre pluies acides torrentielles et sécheresses prolongées. Cette instabilité météorologique rendait impossible toute forme de prédiction ou d'adaptation comportementale chez les animaux survivants qui se trouvaient constamment confrontés à des conditions environnementales changeantes et hostiles. Ces conditions environnementales hostiles et changeantes n'étaient que le prélude à une catastrophe encore plus fondamentale qui se développait dans l'atmosphère obscurcie. Pendant que les pluies acides empoisonnaient ce qui restait de la surface terrestre, un phénomène bien plus subtil mais tout aussi mortel commençait à paralyser complètement la biosphère planétaire. L'accumulation massive de particules de poussière, de suie et d'aérosols sulfuriques dans l'atmosphère bloquait maintenant jusqu'à 99% de la lumière solaire qui atteignait normalement la surface de la Terre. Cette obscurité quasi totale n'était pas simplement une gêne visuelle. Elle représentait l'arrêt brutal de la photosynthèse à l'échelle planétaire. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, il faut réaliser que la photosynthèse est le processus fondamental qui convertit l'énergie solaire en énergie chimique utilisable par tous les êtres vivants. Sans lumière solaire, ce processus s'arrête complètement, coupant à la base toute production de matière organique sur la planète. Les plantes et les algues qui avaient miraculeusement survécu aux incendies, aux pluies acides et à la surchauffe initiale se retrouvaient maintenant dans une situation d'obscurité permanente, équivalente à une nuit perpétuelle. Les quelques rayons de soleil qui parvenaient encore à percer cette couverture nuageuse toxique étaient si faibles qu'ils ne pouvaient plus alimenter le processus photosynthétique de manière efficace. Cette interruption de la photosynthèse a commencé par affecter le phytoplancton océanique, ces organismes microscopiques qui flottent à la surface des océans et constituent la base absolue de toutes les chaînes alimentaires marines. Ces minuscules algues unicellulaires, normalement responsables de la production de plus de 50% de l'oxygène terrestre, ont commencé à mourir massivement dès les premiers jours d'obscurité prolongée. La mort du phytoplancton créait un effondrement en cascade dans tous les écosystèmes marins. Les petits crustacés et les larves de poissons qui se nourrissaient exclusivement de ces micro-algues mourraient de faim en quelques semaines. Cette mortalité massive à la base de la chaîne alimentaire se propageait rapidement vers les niveaux trophiques supérieurs, affectant successivement les poissons de petite taille, puis les prédateurs marins plus gros. Sur Terre, les quelques plantes qui avaient échappé à la destruction précédente épuisaient rapidement leurs réserves énergétiques internes. Les arbres utilisent normalement leurs réserves d'amidon stockées dans leurs troncs et leurs racines pour survivre pendant les périodes hivernales d'inactivité photosynthétique, mais ces réserves sont calculées pour quelques mois tout au plus, pas pour une obscurité qui durait indéfiniment. Les conséquences de cet arrêt de la photosynthèse dépassaient largement la simple disparition de la végétation. La production d'oxygène atmosphérique, normalement assurée en permanence par les plantes et le phytoplancton, s'arrêtait complètement, bien que l'atmosphère terrestre contienne suffisamment d'oxygène stocké pour maintenir la respiration animale pendant plusieurs années. Cette interruption de la production d'oxygène marquait le début d'un déclin lent mais inéluctable de la teneur atmosphérique en oxygène. L'effet sur les écosystèmes d'eau douce était particulièrement dramatique. Les algues et les plantes aquatiques qui maintenaient l'équilibre écologique des lacs et des rivières mouraient rapidement, provoquant une eutrophisation massive. La décomposition de cette biomasse végétale morte consommait l'oxygène dissous dans l'eau, créant des zones hypoxiques où aucun organisme aérobie ne pouvait survivre. Cette mort massive de la végétation aquatique libérait également d'énormes quantités de nutriments décomposés dans l'eau, favorisant la croissance explosive de bactéries anaérobies qui produisaient des toxines mortelles. Ces bactéries transformaient les plans d'eau en bouillons toxiques impropres à la consommation, privant les animaux survivants de leur dernière source d'eau potable. Les forêts, qui avaient partiellement survécu aux catastrophes précédentes, présentaient maintenant un spectacle désolant.
Les feuilles jaunissaient et tombaient massivement, non pas à cause du changement de saison, mais par manque total de lumière pour maintenir leur métabolisme. Ces feuilles mortes s'accumulaient en couches épaisses sur le sol, créant un tapis de matière organique en décomposition qui dégageait des vapeurs putrides. La décomposition de cette énorme quantité de matière végétale morte créait un autre problème majeur. Les processus de décomposition consomment de grandes quantités d'oxygène et libèrent du dioxyde de carbone, aggravant encore les déséquilibres atmosphériques. Cette décomposition massive contribuait également à la production de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement puissant qui s'ajoutait au chaos climatique ambiant. Les herbivores qui avaient survécu aux phases précédentes de la catastrophe se trouvaient maintenant confrontés à une famine absolue. Tous les végétaux disponibles étaient soit morts, soit mourants, soit rendus toxiques par les pluies acides. Ces animaux épuisaient rapidement leurs réserves de graisse corporelle et commençaient à mourir de malnutrition, créant une abondance temporaire de charogne pour les rares carnivores encore vivants. Cette abondance de cadavres créait paradoxalement de nouveaux problèmes sanitaires. La décomposition de millions de carcasses d'animaux dans un environnement privé de végétation pour absorber les nutriments créait des foyers de maladies et de contamination bactérienne. L'air, déjà toxique à cause des particules atmosphériques, se chargeait maintenant d'odeurs putrides et de pathogènes aéroportés. Les carnivores survivants, initialement avantagés par cette abondance de charogne, découvraient rapidement que cette ressource alimentaire n'était que temporaire. Une fois tous les cadavres consommés ou décomposés, ces prédateurs se retrouvaient sans proie vivante à chasser, car la base herbivore des chaînes alimentaires avait été complètement détruite par la famine végétale. L'interruption de la photosynthèse affectait également les cycles biogéochimiques fondamentaux de la planète. Le cycle du carbone, normalement régulé par l'absorption de CO2 par les plantes pendant la photosynthèse, était complètement perturbé. Sans absorption végétale, le dioxyde de carbone s'accumulait dans l'atmosphère, libéré par la respiration des organismes survivants et la décomposition de la matière organique morte. Le cycle de l'azote subissait également des perturbations majeures. Les bactéries fixatrices d'azote qui vivent en symbiose avec les racines des plantes mouraient avec leurs hôtes végétaux, interrompant le processus naturel de fertilisation des sols. Cette interruption de la fixation biologique de l'azote appauvrissait davantage les sols déjà dégradés par l'acidification. La mort de la végétation terrestre modifiait profondément les patterns d'évapotranspiration qui régulent normalement le cycle de l'eau. Sans plantes pour absorber l'eau du sol et la relâcher dans l'atmosphère par transpiration, l'humidité atmosphérique diminuait drastiquement dans certaines régions, créant des conditions de sécheresse extrême même dans des zones normalement humides. Cette perturbation du cycle hydrologique créait des microclimats chaotiques où des déserts temporaires apparaissaient dans des régions anciennement luxuriantes, tandis que d'autres zones recevaient des précipitations torrentielles car l'eau évaporée des océans n'était plus régulée par l'évapotranspiration végétale. Ces déséquilibres hydriques aggravaient encore les conditions de survie pour les organismes restants. L'effondrement de la photosynthèse marine avait des conséquences particulièrement dramatiques sur la régulation du climat océanique. Le phytoplancton joue normalement un rôle crucial dans la formation des nuages en émettant des composés soufrés naturels qui servent de noyaux de condensation. Sa disparition perturbait les patterns de formation nuageuse, créant des anomalies météorologiques imprévisibles. Les écosystèmes polaires, déjà stressés par l'obscurité prolongée, voyaient leurs chaînes alimentaires s'effondrer complètement. Les algues microscopiques qui vivent sous la glace de mer, source de nourriture primordiale pour de nombreux organismes arctiques et antarctiques, mouraient rapidement sans lumière solaire pour alimenter leur photosynthèse. La durée exceptionnelle de cette obscurité photosynthétique, estimée à plusieurs mois, dépassait largement la capacité de résistance de la plupart des écosystèmes terrestres. Même les forêts les plus résistantes, adaptées à des hivers longs et rigoureux, n'étaient alors pas équipées pour survivre à une privation de lumière aussi prolongée et complète. Cette interruption de la production primaire mondiale représentait un goulot d'étranglement évolutif d'une sévérité sans précédent, ne permettant la survie qu'aux organismes capables de vivre sans dépendre directement ou indirectement de la photosynthèse contemporaine. Cette sélection évolutive impitoyable, qui ne permettait la survie qu'aux organismes indépendants de la photosynthèse contemporaine, révèle précisément pourquoi certaines lignées ont réussi à traverser cette catastrophe planétaire. Les survivants de cette extinction de masse n'étaient pas nécessairement les plus forts ou les plus intelligents, mais ceux qui possédaient des caractéristiques très spécifiques qui leur donnaient un avantage crucial dans ces conditions apocalyptiques.
Ces adaptations, souvent développées pour des raisons totalement différentes, se sont révélées être des atouts de survie inestimables pendant la crise. Les mammifères de petite taille, pesant généralement moins de 25 kg, présentaient plusieurs avantages décisifs par rapport à leurs cousins dinosauriens géants. Leur métabolisme plus efficace leur permettait de survivre avec beaucoup moins de nourriture, une capacité cruciale quand toute la production végétale s'était effondrée. Un petit mammifère pouvait survivre pendant des semaines avec la quantité de nourriture qu'un grand dinosaure consommait en une journée. Cette efficacité métabolique était directement liée à leur thermorégulation endotherme perfectionnée. Contrairement aux reptiles qui dépendaient partiellement de la chaleur externe pour maintenir leur température corporelle, ces petits mammifères généraient leur propre chaleur interne de manière très efficace. Cette capacité leur permettait de rester actifs, même dans les conditions de refroidissement global qui suivaient l'obscurcissement atmosphérique. Leur petite taille leur offrait également des avantages considérables pour trouver des refuges protecteurs. Ils pouvaient se cacher dans des terriers profonds, des crevasses rocheuses ou sous des troncs d'arbres tombés, des abris inaccessibles aux animaux de grande taille. Ces refuges les protégeaient non seulement des conditions météorologiques extrêmes, mais aussi des pluies acides et des retombées toxiques qui empoisonnaient la surface. Les oiseaux survivants partageaient certains de ces avantages métaboliques avec les mammifères, mais possédaient en plus une capacité de déplacement exceptionnelle qui leur permettait de chercher activement des zones moins affectées par la catastrophe. Leur capacité de vol leur donnait accès à des ressources alimentaires dispersées géographiquement, comme des carcasses d'animaux morts ou des graines préservées dans des zones isolées. Certains groupes d'oiseaux avaient également l'avantage de pouvoir exploiter des niches alimentaires particulières. Les oiseaux aquatiques pouvaient se nourrir de poissons morts flottant à la surface des plans d'eau, tandis que les charognards aériens accédaient facilement aux carcasses dispersées sur de vastes territoires. Cette flexibilité alimentaire était essentielle quand les sources de nourriture traditionnelles avaient disparu. Les tortues présentaient une combinaison unique d'adaptations qui explique leur survie remarquable à travers cette extinction de masse. Leur carapace rigide leur offrait une protection physique exceptionnelle contre les débris tombants, les pluies acides et les conditions environnementales hostiles. Cette armure naturelle transformait chaque tortue en un abri mobile qui la protégeait des agressions extérieures. Leur métabolisme ectotherme très lent constituait paradoxalement un avantage majeur dans ces conditions de pénurie alimentaire extrême. Les tortues peuvent naturellement ralentir leur métabolisme à des niveaux si bas qu'elles peuvent survivre pendant des mois sans nourriture, une capacité qui s'est révélée vitale quand toutes les chaînes alimentaires se sont effondrées. Cette capacité de jeûne prolongé leur permettait d'attendre que les conditions redeviennent favorables. Les crocodiles et autres reptiles semi-aquatiques bénéficiaient non seulement de la protection thermique offerte par l'eau, mais aussi de leur régime alimentaire opportuniste et de leur capacité à jeûner pendant de très longues périodes. Ces prédateurs peuvent naturellement rester sans manger pendant des mois quand les proies se raréfient, une adaptation normale à leur mode de vie qui devenait cruciale pendant cette crise alimentaire globale. Leur position de prédateurs apex leur donnait également accès à une abondance temporaire de charognes pendant les phases initiales de l'extinction. Contrairement aux herbivores qui mouraient rapidement de famine végétale, ces carnivores disposaient temporairement d'une ressource alimentaire importante, constituée par les cadavres des animaux victimes des phases précédentes de la catastrophe. La stratégie de survie la plus remarquable était peut-être celle des graines et des spores dormantes enfouies dans le sol. Ces formes de vie en état de dormance représentaient une véritable banque génétique souterraine qui attendait patiemment que les conditions redeviennent favorables à la germination. Protégées de la surface par plusieurs centimètres ou mètres de terre, elles échappaient aux pluies acides, aux radiations et aux températures extrêmes. Ces graines possédaient des enveloppes protectrices résistantes et des mécanismes biochimiques qui leur permettaient de rester viable pendant des années sans germer. Cette capacité de dormance prolongée, normalement utilisée pour survivre aux saisons défavorables, permettait à ces embryons végétaux de traverser intacts la période d'obscurité et de toxicité atmosphérique. Les organismes détritivores et saprophages connaissaient paradoxalement une période de prospérité temporaire pendant cette catastrophe. Les vers de terre, les insectes décomposeurs et les bactéries saprophytes avaient soudainement accès à des quantités colossales de matière organique morte provenant de tous les organismes victimes de l'extinction. Cette abondance de nourriture leur permettait non seulement de survivre, mais même de proliférer temporairement. Ces décomposeurs jouaient un rôle écologique crucial en recyclant la matière organique morte et en maintenant les cycles biogéochimiques même dans les conditions les plus hostiles. Leur activité permettait de libérer les nutriments contenus dans les cadavres
et de les rendre disponibles pour les futurs écosystèmes qui émergeraient après la crise. Les micro-organismes anaérobies, capables de vivre sans oxygène, trouvaient également des conditions favorables dans les sédiments aquatiques appauvris en oxygène et dans les sols saturés de matière organique en décomposition. Ces organismes microscopiques maintenaient une activité biologique minimale qui préservait certains processus écologiques fondamentaux. Le processus de récupération des écosystèmes après cette extinction de masse s'est étalé sur plusieurs millions d'années, une durée qui dépasse largement l'échelle temporelle humaine, mais reste relativement courte à l'échelle géologique. Cette reconstruction s'est déroulée par étapes successives, chacune caractérisée par l'émergence de nouvelles formes de vie et l'occupation progressive des niches écologiques laissées vacantes. La première phase de récupération a commencé quand l'atmosphère a finalement commencé à se clarifier, permettant à nouveau à la lumière solaire d'atteindre la surface terrestre. Les graines dormantes ont alors germé massivement, créant une explosion de végétation pionnière qui a rapidement colonisé les sols nus laissés par l'extinction. Cette végétation initiale était dominée par des fougères et des plantes à croissance rapide adaptées aux sols perturbés. Les petits mammifères survivants ont connu une radiation évolutive explosive, diversifiant rapidement pour occuper les nombreuses niches écologiques laissées libres par la disparition des dinosaures. Cette expansion adaptative a donné naissance à de nouvelles lignées de mammifères qui ont évolué vers des formes de plus en plus grandes et spécialisées, remplissant progressivement les rôles écologiques précédemment occupés par les reptiles géants. L'évolution rapide des survivants était favorisée par la réduction drastique de la concurrence interspécifique. Avec la disparition de 75% des espèces, les niches écologiques disponibles étaient vastement supérieures au nombre d'espèces survivantes. Cette situation créait des opportunités évolutives exceptionnelles qui accéléraient la diversification et l'adaptation. Les oiseaux ont également connu une diversification remarquable, évoluant vers des formes terrestres pour occuper certaines niches laissées vacantes par les dinosaures non aviaires. Certaines lignées d'oiseaux ont même évolué vers le gigantisme, produisant des espèces coureurs de grande taille qui occupaient des rôles écologiques similaires à ceux des dinosaures herbivores disparus. La reconstruction des écosystèmes marins suivait un pattern similaire mais avec des temporalités différentes. Le phytoplancton survivant a rapidement recolonisé les océans une fois les conditions de luminosité rétablies, restaurant la base des chaînes alimentaires marines. Cette récupération marine était généralement plus rapide que la reconstruction terrestre, car les océans offraient une plus grande stabilité environnementale. L'établissement de nouveaux équilibres écologiques prenait du temps, car il nécessitait l'évolution de relations prédateurs-proies complexes et la mise en place de réseaux trophiques stables. Ces nouveaux écosystèmes post-extinction présentaient souvent des structures très différentes de ceux qui existaient avant la catastrophe, avec de nouveaux groupes dominants et de nouvelles stratégies écologiques. Cette longue phase de reconstruction démontrait la résilience remarquable de la vie terrestre face aux catastrophes les plus extrêmes. Malgré la destruction de 75% des espèces et l'effondrement complet des écosystèmes existants, la vie a non seulement survécu, mais a aussi retrouvé sa diversité et sa complexité, créant finalement une biosphère encore plus riche que celle qui existait avant l'impact de l'astéroïde de Chicxulub.